Mesdames et messieurs, amis internautes de BL TV, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission intitulée Une semaine avec le Béninois libéré. D'abord, vous aurez droit à la compilation des unes du quotidien Le Béninois libéré de la semaine et en pied d'édition, vous aurez un échange sur quelques sujets croustillants de l'actualité nationale. Nous prendrons également la direction du Septentrion pour suivre le décryptage de l'actualité de ce côté-là. Sans transition, donc, suivons la revue hebdomadaire du quotidien Le Béninois libéré avec Villon Justin Adané. Merci Oscar, bonjour à nos amis internautes. On démarre cette revue des différentes unes des journaux de votre quotidien Le Béninois libéré par naturellement celle du lundi 16 octobre 2023. Le quotidien titre en manchette Congrès des démocrates, Yahi président et Roundete premier vice-président. L'affiche pour sauter le cœur à talons. En deuxième de une de votre journal, paiement de la dette intérieure pour soulager les Béninois. Les départs topient le rêve talon. Pour eux, les populations peuvent continuer de se plaindre de la gouvernance du président tant qu'ils n'ont pas leur retour de commission. Interpellation d'Alpha Yarakini et sa comparution devant la criette, on saura maintenant tout sur la base militaire française de Tourou et la niche des terroristes. Dans l'un de ses audios, il a dit tenir toutes les informations en bas de page de votre journal. Tournée de remobilisation du BR dans la Takora et la Donga, la délégation de Khekoumé. ABT a fait une pierre de cours. Quelle inspiration d'avoir choisi Khekoumé pour cette zone, s'exclame le journal dans les colonnes de votre journal. Pont de Djonou, le message du DGPR Soumaïla Yaya pour ce jour. Passons maintenant à notre prochaine une, celle du mardi qui met en lumière des sujets cruciaux. En manchette, il y a eu de nouveau sur le devant de la scène politique une victoire de Richard Boni sur l'ambassadeur Aruna. C'est cette question de l'avenir politique de Yahi qui avait divisé les deux. Précise le journal. En deuxième de une de votre journal, retard artificiel dans le paiement de la dette intérieure, les départs Nagre Wadani. Ils disent d'être dans leur zone de confort dans les ministères. Du BR au parti, les démocrates El Hadj Moussia déclinent tout son parcours, toujours avec la une des journaux de ce mardi en bas de page, remis de kits scolaires à l'EPP à Hogboué et au complexe scolaire Loussin. L'ouverture, Émile Houndé-Ladi fait parler son cœur. Dans la colonne affrontement de Balanka à Basila, les clarifications de la DGPR. Chers amis internautes de BL TV, changeons de cap, passons à une autre une, celle du mercredi. En manchette, le journal vous propose nomination apolitique et casse non justifiée. En ces moments, Talon objet d'une puissante sorcellerie. S'interroge le journal. Il faut chercher son basseur dans la zone de Tchaourou. Précise le journal. Sale temps pour les Béninois ayant illégalement faire fortune au Gabon. L'imam Osseni Ossa convoqué à la direction des contre-ingérences. Un mandat d'arrêt international délivré contre un autre Béninois qui fut très puissant sous Ali Bongo. Toujours avec la une des journaux de ce mercredi. En troisième de une, chargement mixte et hors gabarit, le DGPR annonce une répression. En bas de page de votre journal, Assemblée nationale, Carnaval international de Ouida, Louis Higbeounou Vravonou échange avec les membres du comité d'organisation. Journée FIFA du mois d'octobre 2023. Les Barrias brisent les côtes au Guépa à Casablanca. Il est temps de raser cette fédération béninoise de football avec un catapillar, nous précise le journal. Continuons notre exploration des différentes unes des journaux avec le quotidien Le Béninois libéré. Le jeudi 19 octobre 2023, le journal titre en manchette après le congrès ordinaire des démocrates. Houndete parle de Yahi, Talon et du troisième mandat. En deuxième de une de votre journal, non-exécution du paiement de la dette intérieure ordonnée par l'État béninois, les départs défient Talon. Info criette
Kamaru Obadimeji dit Alpha Yarakini, mis sous mandat de dépôt. En bas de page de votre journal, pour plus d'impact de ces différentes initiatives, le gouvernement s'engage dans une microfinance inclusive et numérique. Dans la colonne de votre journal, réforme dans les médias, la PADEM Bénin invite la HAC à une démarche inclusive. Chers amis internautes de Biel TV, notre prochaine une, celle de vendredi, placade en manchette. Tentative d'évasion de l'ancien président nigérien dans les griffes de ses tombeurs. Voici comment Bazoum a mal ficelé son plan. Le journal vous propose l'intégralité du communiqué du CNSP à cet effet. En deuxième de une de votre journal, suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Voici ce qu'on peut retenir de l'audience de ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Évaluation des connaissances dans les métiers. Les centres de composition retenus pour l'examen du CQM 2023, toujours avec votre journal. Travaux de réhabilitation des bretelles de l'échangeur de Godomain. Voici la voie à emprunter désormais pour une durée de 5 mois. En bas de page de votre journal, une information politique. Adhésion du réseau Ousmane Traoré à Mouel Bénin demain samedi. Ayadi prend l'option de la conquête de Parakou dans les colonnes de votre journal. Journée internationale des femmes rurales, les héroïnes de l'économie rurale célébrée à Adjoun dans la vallée. Une information culturelle pour finir avec la une des journaux du Béninois libéré. Labellisation des rites vaudou. Le président Talon nomme les 10 membres du comité des rites vaudou. Le journal vous propose l'identité de ces membres. Chers amis internautes de Biel TV, c'est le moment de nous dire au revoir. Mais l'actualité, elle ne s'arrête jamais. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Amis internautes de BL TV, nous sommes à présent dans le forum de discussion et nous recevons pour vous le directeur de publication du quotidien Le Béninois libéré, Akilou Yakoubou. Akilou, bonjour. Oscar, bonjour. Et bonjour, chers internautes. Comment allez-vous? Oui, bien, ça va. Alors, dans cette semaine, vous êtes revenu plusieurs fois sur une information relative au DEPAF. Et vous avez titré le mardi, par exemple, retard officiel dans le paiement de la dette intérieure, les DEPAF NAG Wadaï, ils disent être dans leur zone de confort dans les ministères. De quoi retourne cette actualité? Oui, en fait, nous sommes revenus sur cette affaire des DEPAF. Tout est parti de la question du paiement de la dette intérieure que le président a autorisé. Sinon, je dirais que c'est le Conseil des ministres qui a autorisé ce paiement-là afin qu'on puisse avoir de la liquidité au niveau des différents opérateurs économiques qui avaient des dettes au niveau de l'État. Donc, puisque les gens se plaignaient en disant que l'argent ne circule pas. Donc, le président s'est dit à un moment donné, il fallait payer cette dette intérieure que l'État a vis-à-vis de ses opérateurs économiques. Mais pour ordonner ce paiement-là, ce sont les directeurs de la planification de l'administration des finances au niveau des différents ministères qui sont, en quelque sorte, les patrons pour ce décaissement-là. Mais il se fait que tout traîne. Donc il y a un retard artificiel qu'on a eu à dénoncer, que l'un des journalistes a dénoncé, en l'occurrence Aboubacar Takou, à un certain moment, et par la suite, ça a continué au niveau des différents rédacteurs du quotidien. Alors, par rapport à cela, quelle est la position du journal pour qu'on puisse finir avec cette injustice-là, si je peux me permettre de m'exprimer en ces termes? Non, en fait, nous sommes dans une dénonciation. Nous sommes dans une dénonciation, puisque le président a jugé que c'est, ou bien je dirais même le gouvernement a jugé que c'est opportun que le paiement soit fait. Maintenant, il n'est pas question que des gens, je dirais en quelque sorte, que ces directeurs-là empêchent ce paiement-là. Donc, parce que si on empêche, il y aura toujours cette plainte-là au niveau des opérateurs économiques. Et en retour aussi, ces opérateurs économiques doivent aussi des dettes à de petits épargnants. Or, ces épargnants-là attendent ce paiement-là afin qu'ils puissent aussi libérer ce qu'ils ont à faire ou bien acheter de nouveaux matériels pour leurs activités. Donc, il y a en quelque sorte un blocage au niveau des différentes activités. Donc, les DEPAF ont ce devoir-là de payer. Mais il se fait, à leur niveau, en temps, on sait que, quand vous êtes un opérateur économique, dans une certaine mesure, pour que votre dette soit payée rapidement, vous êtes obligé de faire un certain pourcentage pour que les gens puissent libérer. Donc, ils attendent ces pourcentages-là? En fait, c'est en partie. Donc, il y a cette dénonciation-là qu'on a eu à faire. Maintenant, avec l'ordre que le gouvernement a donné, il n'y aura plus ce pourcentage-là. Est-ce que c'est un 10%, est-ce que c'est un 5%? Il n'y aura plus ce paiement-là. Est-ce que c'est à cause de ça?
On ne sait pas. Donc nous attendons vivement voilà, le président de la République qui va peut-être dire le droit. Voilà. Donc pour le moment, on n'a pas eu encore gain de cause, je dirais, dans une certaine mesure. Maintenant, c'est au président de prendre ce problème-là à bras le corps afin que cette DEPAF puisse libérer ce paiement-là, afin que les paiements soient faits et que les opérateurs économiques ne se plaignent plus. Voilà en fait ce que nous avons eu à dénoncer. Bon, vivement que le président nous entende, sinon nous allons continuer dans cette dynamique-là, puisque nous sommes dans une incitation pour que les ordres du gouvernement puissent être exécutés, afin que la population puisse souffler, parce que les gens ont besoin de liquidités pour leurs différentes activités. Voilà. C'est vrai, parce que on a eu des témoignages que franchement, il se fait chaud dans les poches actuellement et franchement dans le pays aussi, le panier de la ménagère est pratiquement vide. Donc il faut que réellement le président agisse pour qu'on ait une solution efficace à cela. Nous allons prendre la direction de Parakou. Nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré, Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour, comment allez-vous? Quelle est l'actualité phare de cette semaine à Parakou? Bonjour, chers confrères Akelo. Bonjour, Oscar. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, ici, nous sommes à la direction régionale de Parakou, comme vous le savez bien. Et au cours de cette semaine, nous avons eu à aborder plusieurs questions, plusieurs sujets. Et l'une de ces questions sur laquelle je veux bien revenir, c'est celle qui concerne la lettre adressée par l'ancien président Thomas Boni Yayi à son homologue du Nigeria, l'ancien aussi également, le président Obasanjo. Alors, effectivement, le président Boni Yayi s'était rendu, comment dirais-je, à Malanville pour essayer de voir un peu cette crise, ce que la crise au Niger a engendré dans cette ville du Bénin, a constaté que plusieurs transporteurs sont stoppés, ils ne travaillent pas et ils ont une vie difficile. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a envoyé cette lettre à son homologue du Nigeria. Et étant donné que, comme vous le savez, ils sont tous dans un réseau, le réseau des anciens présidents d'Afrique. Et en dehors bien qu'il n'étant plus en exercice, ils essaient de débattre d'un certain nombre de questions concernant le continent. Donc c'est dans ce cadre-là que le président Mamboni a envoyé cette lettre. Et dans cette lettre, comme c'était normal, il a essayé d'évoquer un peu la situation que vivent les transporteurs par rapport à cette situation. C'est normal qu'il puisse adresser cette lettre au président du Nigeria parce que, n'oubliez pas que le Niger, le Nigeria et le Bénin sont des pays frères. Ils partagent des frontières, et pas que des frontières. Ils partagent des peuples, ils partagent la culture, ils partagent un certain nombre de choses qui fait qu'il puisse avoir une tension entre le Bénin, le Nigeria et le Niger. Alors, tout est parti, comme vous le savez, de cette crise du coup d'État qui a prévalu au Niger. Alors, le coup d'État a engendré un certain nombre de choses que vous savez déjà. Et au-delà de cela, il fallait forcément qu'un dialogue puisse être établi pour que les activités puissent reprendre normalement parce que cela impacte beaucoup les transporteurs qui sont bloqués à la frontière du Bénin comme au Niger. Et puis cette situation-là est vraiment invivable pour ceux qui la vivent. Donc il était normal qu'ils puissent faire ce geste-là à l'endroit de son homologue. Et je pense que avec la diplomatie, ils vont essayer de toucher les présidents en exercice, le président Bola Tinubu du Nigeria, le président Patrice Talon du Bénin, et essayer de voir dans quelle mesure on peut plus ou moins essayer de s'entendre, de se comprendre, de discuter pour qu'une solution soit trouvée. Parce que, n'oublions pas, ils ont été élus pour gouverner les peuples. Ils ont été élus pour apporter des solutions au peuple. Ils ont été élus pour donner la vie au peuple. Alors, si pendant leur exercice, il y a une partie de la population qui vit une situation difficile, c'est encore eux qui doivent trouver des solutions. Alors, les choses sont un peu tendues pour l'instant, mais nous sommes certains qu'avec comment dirais-je, avec l'intervention des uns et des autres, ils pourront trouver une solution par rapport à cette situation qui prévaut à la frontière Bénin et Niger. Donc, c'est ce que je pense par rapport à cette question. Et concernant ce que nous avons pu... Bon, nous avons également abordé un certain nombre d'autres questions par rapport dans cette semaine, hein, mais je crois que c'est mon point de vue par rapport à cette question concernant
l'intervention du président Boni Yayi à son homologue au Nigeria. Merci à vous, Arnaud. Nous sommes de retour sur ce plateau et la dernière question pour finir avec vous, monsieur le directeur de publication. Boni Yayi à la tête du Parti Les Démocrates désormais. Est-ce que, au regard de son dynamisme, de son activisme, les démocrates pourront remporter les élections générales de 2026? Bon, en fait, c'est la question que beaucoup se posent. Mais il faut dire que, bon, qu'est-ce que les gens disaient? C'est qu'il y a il y aurait une crise au sein des démocrates. Mais je pense qu'il n'y a pas de crise selon ce que l'actuel vice-président, qui était l'ancien président, Houndété, a eu à dire sur RFI. Donc il disait que c'est en fonction des objectifs à atteindre pour 2026 qu'ils ont jugé opportun que l'ancien président revienne, ou bien que le président d'honneur devienne le président de ce parti-là. Mais il y a une différence entre les verbes, les mots et l'application sur le terrain. Oui, en fait, bon, il y a eu la cérémonie de 8e jour par rapport au coordonnateur du 14e, de la 14e circonscription électorale qui est mort il y a une semaine. Donc ils étaient là-bas et on a vu une certaine complicité au niveau de ces deux acteurs-là. Donc je pense que ça va au niveau des démocrates. C'est maintenant du côté de la mouvance. Bon, je ne sais pas, il y a des gens qui critiquent en disant que Yayi est revenu sur sa parole. Et il a nommé son fils et autres, tout ça là. Mais il faudra que les gens puissent lire à travers les choses aussi, parce que il n'est pas le seul à avoir faire en sorte que son fils soit au niveau de ce bureau-là. Ça, c'est un parti politique. Mais dans une certaine mesure, quelqu'un disait que Talon a nommé son fils au niveau d'une agence. Les gens ne voient pas ça. Donc, il y a cette lecture-là. Maintenant, quand on voit des critiques comme ça, on se dit qu'il y a une certaine peur au niveau de certains acteurs. On n'a pas à critiquer cela. Donc, si vous n'avez pas peur, vous vous dites qu'on banalise. Est-ce que concrètement, la mission sera plus facile à Yayi Boni dans ces conditions-là? Oui, de toute façon, Yayi sait qu'il n'est pas candidat. Donc, il est en train de couvrir le candidat. Ça veut dire que les critiques iront au niveau de Yayi, pas au niveau du candidat. Donc, c'est une couverture, un bouclier que les démocrates ont mis en place. Or, si c'était Houndété qui était là et qui était présidentiable, les gens allaient le charger et allaient voir les failles au niveau de sa gestion du parti. Il n'est pas là. Donc, heureusement, Yayi sert de bouclier et ils auront à présenter un candidat qui sera sain, je dirais vierge dans une certaine mesure. Jusqu'à présent, le président Talon n'a pas encore abordé la question de son dauphin. Et donc, jusqu'à présent, vous ne pensez pas que, vu que le président Yayi Boni est plus actif sur la scène politique, ça ne va pas bloquer les partis de la mouvance présidentielle à ce qu'on assiste peut-être à la scène de 2016 où le président Yayi Boni, Talon du moins, est sorti de nulle part pour devenir président de la République. On ne va pas assister encore à cette scène-là aujourd'hui? Non, je pense qu'aujourd'hui, le président Talon a résolu ce problème-là où le système partisan impose que ce soit les partis qui puissent désigner ce candidat-là. Donc ça veut dire qu'un tâton pion qui n'a pas un parti politique ne pourra pas poser sa candidature. Il faudra qu'il puisse venir d'une formation politique. Et aujourd'hui, il y a les parrainages. Si la personne n'a pas les parrainages, on n'aura plus ces vingtaines ou bien centaines, bon, il n'y a pas centaines, ces vingtaines de candidatures-là qu'on a à cause des parrainages qui bloquent. Donc on aura peut-être 4, 3, 5 ou plus. Donc voilà, en quelque sorte. Maintenant, aujourd'hui, c'est au président Talon de voir. Bon, dans une certaine mesure, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il a plusieurs partis qui le soutiennent. Il y a le BR, le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, qui doivent désigner Moël Bénin, voilà, et d'autres qui se réclament toujours de la mouvance, même si on ne les voit pas en dehors de ces trois partis-là aujourd'hui. Donc, c'est en leur sein. Est-ce que la mouvance aura un candidat? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des suscitations qui se font à travers Olivier Bokor. Il y a d'autres qui ont encore commencé, une autre personne là dont j'oublie le nom. Ça veut dire que la tâche ne sera pas facile au sein de la mouvance présidentielle même pour opérer un choix? Oui, en fait, c'est souvent difficile quand vous êtes au pouvoir, vous êtes fragile. Vous êtes fragile parce qu'on vous culpabilise, on vous condamne ou bien on vous accuse de tous les maux. Mais quand vous êtes de l'opposition, puisque c'est souvent ça, le Bénin a toujours pris le côté du faible que Aboubakar Takou dénonçait la dernière fois, il disait en fait la dernière fois, le Bénin a toujours voulu que le plus fort tombe. Et le plus fort, c'est souvent celui qui est au pouvoir. Donc on préfère qu'il tombe pour que celui qui est de l'opposition puisse ravir la vedette en quelque sorte. Donc voilà pourquoi il suscite la peur, dans une certaine mesure. Il y a un suscite populaire aujourd'hui, suscite des mouvements de foule à travers ces différents déplacements. Et 2026 promet réellement une bataille. C'est vrai, qu'est-ce que cela va conduire? Est-ce que c'est la même scène, peut-être plus critique de 2016 en 2026? Voilà, on a encore au moins 2 ans
pour voir tout ce qui se jouera à travers ces différentes confrontations, mobilisations, descentes sur le terrain et autres. Voilà. Alors, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission. 2026 promet une rude bataille, dites-vous tout à l'heure. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Prenez le rendez-vous du prochain numéro sur les antennes de BLTV.